Bonjour. Yes, tout le monde m'entend. Eh ben, on est ravis, en tout cas chez Sphère, de vous recevoir aujourd'hui pour cette Battle Front. Le mois dernier, 4 speakers et speakeuses se sont affrontés sur les langages bac. Je vois d'ailleurs que certaines personnes étaient même speakeuses lors de cet événement. Et cette fois-ci, eh bien, nous n'avons pas 4, mais 5 speakers qui vont s'affronter autour des langages back-end. Donc, ils vont avoir 7 minutes pour s'affronter et défendre leur langage. À la fin, bien évidemment, nous allons voter pour le meilleur langage, enfin, celui qui sera le mieux selon vous. Et on terminera par un caout, un petit questionnaire, un petit quiz. Et les 3 premiers repartiront avec notre super mascotte en peluche, Axo. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Alors, on va juste rapidement vous reparler de Sphère. Peut-être que certains connaissent déjà. Aujourd'hui, on est sur la plateforme Remo. Cette plateforme-là, quand on est en mode présentation comme ici, il n'y a pas de micro et votre caméra sont coupées. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la partie chat. Vous pouvez poser des questions aussi dans la partie Q&A qui est sur votre droite. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et c'est à cet endroit, à la fin, que nous aurons les votes pour désigner le gagnant. Et vous pouvez profiter aussi de la partie networking à la fin de l'événement pour poser vos questions en live au speaker. Pour parler de Sphère rapidement, aujourd'hui, nous sommes 900 sphériennes et sphériens. Ça représente 800 consultants. Nous avons plus de 100 clients actifs avec une croissance organique de 20%. Nous avons un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros. Aujourd'hui, avec Sphère Institute, nous formons 3000 personnes par an. Nos métiers, c'est la partie expertise avec une stratégie gagnante avec notre pôle We Envision, Sphère sur la partie réalisation des plateformes optimales et Sphère Institute, on en parlait juste avant, sur la partie formation. Nos pôles d'expertise sur le back-end, donc c'est sur quoi nous allons parler aujourd'hui, le front-end, le mobile, tout ce qui est product, cloud et data, mais aussi tout ce qui va être sécurité. La présentation est terminée et nous allons désormais passer aux choses sérieuses. Je sais ça de toute façon que vous attendez. Et nous allons commencer avec Anthony qui nous vient de Nantes, qui est développeur full stack et qui se définit aujourd'hui comme The Java Guy, même s'il va nous parler de Angular. Anthony, je te laisse la main. Comment faire ? Ça ne marche peut-être pas. Premier problème technique, hein. Ouais, parce qu'il ne me propose pas le partage d'écran. Bah alors ? Parce qu'il veut que j'y file un PDF. Ah. C'est super. Avoir votre écran. Ah si, c'est bon là. Hop. C'est bon. Tout est bon. Eh bien, bonne chance, Anthony. Merci. Alors, moi, je suis venu vous parler d'Angular, parce que je ne vais pas le défendre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le défendre. Reprenons de la base. Déjà, c'est le plus vieux. Alors, parmi tous les petits jeunes qui vont vous présenter leur framework, Angular, en effet, c'est le plus vieux. Il se base sur AngularJS qui est sorti en 2009, même s'il y a eu une petite casse en 2016. Après avoir appris de pas mal d'expérience, l'équipe a tout réécrit. Il se retrouve quand même avec le plus vieux, parce que React, c'est sorti en 2013, par exemple, vu c'est 2014, qui sont un peu plus récents. Mais du coup, on a un bel historique, on le connaît bien, il est bien installé un peu partout, et le fait qu'il est le plus vieux, ça en fait aussi celui qui est le plus complet. Il a eu le temps de bien mûrir dans le temps, il est devenu le framework le plus complet. En fait, si on veut le comparer à ses concurrents dans d'autres milieux, on pourrait dire que c'est un peu le Spring du monde front-end. On va retrouver tout. C'est une boîte à outils, il y a tout, vous ne posez pas de questions, tous les choix sont faits, juste vous codez. Donc on va retrouver du routeur, du client HTTP, la réactivité, de la traduction avec la partie 18N. On va avoir tout aussi une philosophie d'architecture et de structuration de projet, avec des hiérarchies de dossiers proposés, du découpage en fichiers, de l'injection de dépendances, tout ce qu'on veut, et tout l'outillage. Parce que contrairement à la plupart des autres frameworks et les autres outils front, Angular, c'est tout est présent, tout en un, vous vous occupez de rien, juste vous codez, l'outillage est prêt.
C'est aussi pour moi le plus évolutif. Alors, c'est le plus évolutif parce que l'équipe a eu le temps d'apprendre de ses erreurs et malgré la casse complète d'AngularJS à Angular 2, bon, faut reconnaître, il y a de petites erreurs de parcours. Du coup, ils ont appris de leurs erreurs, ils ont vraiment fait en sorte qu'on puisse être productif et efficace, et en grande partie via le CLI, parce que typiquement, on a vécu des gros changements d'Angular, et en fait, en tant que dev, on les a pas tellement subis, parce que le CLI encaisse quasiment toutes les problématiques, ce qui n'est pas le cas de la concurrence. Et typiquement, je peux prendre un exemple que j'ai bien vécu et qui m'avait fait peur à l'époque, mais au final, ça s'est très bien passé. C'est le passage d'RxJS 5 à 6, qui fait partie de l'écosystème Angular aussi. C'est un gros break au terme de Rx, et tout a été géré par le CLI. Vous lancez la commande, tout se fait. Vous avez juste à suivre le guide de migration, juste pour s'assurer que le CLI n'a pas loupé d'éléments. Mais normalement, vous vous occupez de rien, et c'est juste magique. Et c'est un des buts de l'équipe, c'est de ne plus jamais reproduire ce qui s'est passé de AngularJS, qui est un peu l'Angular 1 à Angular 2, mais toujours que ce soit smooth. Et tout cet outillage, tout ce système, tout cet écosystème fait que ça en fait pour moi le plus moderne, au sens où il évolue, mais c'est un peu transparent. Et même s'il y a beaucoup de mauvaises langues qui diront que Angular ne bouge pas, en fait, depuis toujours, il bouge sous le capot, mais l'expérience développeur reste importante, et l'équipe Angular cherche à toujours laisser les gens bosser et pas avoir besoin de continuellement comprendre ce qui change pour pouvoir travailler et faire des breaks à rythme régulier. L'équipe Angular fait en sorte qu'il y ait le moins de breaks possible, et clairement, depuis Angular 4.5, il n'y a pas de break manuel à s'occuper. Hein, globalement, c'est assez magique. Et pour le coup, on rentre pour moi dans la troisième ère d'Angular, là, depuis 2 ans à peu près, où on a des nouveautés qui arrivent, et ils sont en train de casser pas de casser au sens effacer, mais casser au sens introduire des nouveautés et des nouveaux systèmes qui permettent de combler les manques d'Angular et les éléments qui étaient demandés par la communauté. Donc typiquement, les standalone components qui permettent de se débarrasser d'une partie de la structuration qui était devenue un peu obsolète. Ça ne veut pas dire qu'elle est cassée, ça veut juste dire qu'on n'est plus obligatoire. Il y a beaucoup d'API qui basculent en mode fonction, en s'inspirant évidemment de ce qui est fait chez les concurrents. Les signals, qui est une API qui est hyper moderne, et beaucoup ont eu du mal à la prendre en main, mais du coup, le fait qu'elle s'introduise dans Angular, un framework qui est déjà bien installé, suffit de mettre à jour, et vous débloquez les signals sans changer de vos habitudes. Et même la semaine dernière, il y a un peu plus d'une semaine, il y a eu la ngconf qui a annoncé un nouveau control flow qui ne va pas remplacer l'ancien, mais qui permet de rendre les choses plus expressives dans les templates. Donc ça montre que Angular continue de se moderniser, malgré le fait qu'il est vieux, mais qu'il est quand même bien installé. Et pour moi, Angular, c'est le framework de l'efficacité. Alors, pour le coup, Angular, pour moi, c'est le seul framework qui est vraiment pensé pour être productif. Vous vous occupez de rien, le CLI génère votre projet, vous codez votre projet, le CLI s'occupe de le builder, de le manipuler dans tous les sens, juste ça tourne. Du coup, je laisserai mes collègues se chamailler en comparant leur framework avec eux. Vous aurez tout le loisir de jouer avec eux si vous vous intéressez à bricoler les frameworks. Angular, c'est pas pensé pour ça. Angular, c'est pensé pour que vous travaillez au quotidien, vous assistez au quotidien, à vous proposer des choix déjà tout prêts. Vous n'avez plus qu'à piocher dans la boîte à outils. Et comme ça, vous ne prenez pas la tête, ça roule. Et c'est ça le plus important à mon sens. Donc, je laisse la place à mes camarades. Merci Anthony. Eh bien écoute, on verra à la fin si tu as su convaincre ton public. Et on va passer maintenant à Justin, qui est développeur front-end, qui est chez Sphère Luxembourg. Et il a bien vu quel langage front était le meilleur. Merci Annabelle. Alors, je vais essayer de vous partager. Ouais, ça va marcher, le partage d'écran. Mon écran. Ouais, on va voir si ça fonctionne. Alors, si je partage mes slides. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça arrive, ça charge. C'est tout bon. J'ai l'impression que je suis en train de spoiler un petit peu ma presse. Non? Ça a l'air d'être bon? Ça a l'air d'être bon. Ok, c'est ok. Bon, bah écoutez, ouais, merci à tous. Et moi, je vais vous présenter Vue, un petit peu comment il fonctionne et d'où il vient. Alors, on a certainement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu que Vue, ça ressemblait un petit peu à de l'Angular.
quand on regarde un petit peu comment il est construit. Donc, sinon, on a déjà un petit peu fait les deux. Alors, c'est pas un hasard, en fait, que ça se ressemble. C'est lié à son créateur, en fait. Donc, son créateur, c'est Evan You, en fait. C'est un gars qui a travaillé chez Angular pendant quelques années et qui a fait beaucoup de projets AngularJS, notamment. Et il a un jour dit cette phrase: si je pouvais juste extraire la partie qui m'intéresse d'Angular et construire de quelque chose de vraiment léger, parce que oui, comme l'a dit Anthony, Angular, c'est une boîte à outils, il y a tout, mais c'est lourd. Ça embarque beaucoup de choses, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Donc lui, son objectif, c'était de vraiment créer quelque chose de léger. Du coup, il est parti de Google et il s'est dit, bah, vas-y, je fais mon langage. Donc un petit peu d'histoire, en fait, en 2013, il a fait son premier commit sur le projet. Donc ça fait tout doucement 10 ans que ça a commencé. En 2015, il a fait la release de la V1, que pas grand monde, à mon avis, a connu. En 2016, il a fait la V2, quasi un an après. Et là, c'est la version qui s'est un petit peu plus démocratisée, quoi. C'est celle qui l'a fait un petit peu plus connaître. Et en 2020, il y a eu la version 3 qui a apporté une résolution à plusieurs problématiques que Vue 2 commençait à connaître. Alors, on les met souvent en relation tous les trois, hein. Il y a souvent React, Angular et Vue qui sont mis l'un contre l'autre. C'est pas sans raison quand même, hein. Il y a React, il y a Facebook qui est derrière, avec une belle popularité quand même. Angular, il y a Google, avec une belle popularité aussi. Et Vue.js, il y a Evan You, en fait, avec une popularité à presque 2% de Google, donc il n'a pas à pâlir du tout, ce langage. Il est vraiment important, il est vraiment bien. Et on dit Evan You, mais il y a aussi son équipe derrière, mais c'est principalement lui le moteur derrière tout ça. Et il a quand même pas mal de partenaires. Donc on retrouve notamment Alibaba. Il y a Adobe également qui les suivent, et il y a GitLab, pour ne citer que, hein, évidemment. Donc c'est quand même pas rien pour un petit langage de son côté. Alors, on va voir un petit peu comment ça fonctionne aussi. Plus vraiment dans comment fonctionne chaque composant. Là, ça va être un petit peu plus technique. Donc, pour des raisons de slide, évidemment, j'ai pas tout mis dans un seul bloc. Donc, en fait, tous ces 3 petits blocs, on les voit dans un seul fichier normalement, parce qu'on peut faire du monofichier. Donc, si on regarde un petit peu la partie template, ça ressemble un petit peu à de l'Angular. On a de l'interpolation avec les variables, les fonctions, ainsi de suite. On a du binding également. Donc, les 2 points, ça permet de faire le binding des données. Et la partie qui est vraiment la plus importante, en fait, ici, c'est la partie script, qui elle se base, donc ici c'est du Vue 2, hein, qui elle se base sur l'option API. En fait, on a dans la classe, on a différentes options. Donc il y a le nom du composant, on a les props. Les props, donc ça c'est les différentes données qu'on va passer à un enfant. On peut décrire un petit peu comment fonctionne cette donnée, donc si elle est required, son type, ainsi de suite. Donc required, il ne faut pas s'emballer, hein, ceux qui viennent d'Angular. Ça fait longtemps qu'on a ça de notre côté. Bon, vous avez dû attendre la version 16 pour l'avoir, mais nous, ça fait un moment qu'on l'a. Computed, ça nous permet de calculer certaines données. Attendez, casse mes slides. Voilà. Computed, ça nous permet du coup de calculer certaines données dans le composant. Donc là, on va voir, donc ça c'est le composant d'un forum, donc on va voir le nombre de personnes qui ont réagi au forum. Et on a différentes méthodes, donc si on veut avoir le nombre de personnes par ID, ainsi de suite, le user by ID, ainsi de suite. Et on a le style qui, lui, peut être scope directement au composant. Alors, on a une problématique qui arrive avec Vue 2, c'est que, comme on peut le voir, vu qu'il y a plusieurs options, si on parle de certaines données, on va avoir une donnée avec computed qui va modifier cette donnée-là, on va avoir différentes fonctions qui vont modifier cette donnée-là. Donc, on se retrouve avec des composants qui peuvent être stateful, avec plusieurs informations sur la même donnée à travers le fichier. Donc. Et ça, c'est quand même assez lourd et on a du mal à s'y retrouver. C'est là que, du coup, la composition API fait son entrée, en fait, et elle vient un petit peu shooter cette problématique-là. Donc, on garde le template de la même manière. Et là, par contre, on peut un petit peu regrouper différemment ces informations. On a un script avec un setup. Donc ça, juste le mot setup permet de passer dans la composition API. Et on garde toutes les mêmes fonctionnalités qu'avant, quoi. On a juste une fonction define props qui va nous permettre d'utiliser nos données vers l'enfant, donc la même propriété. Et là, tout va passer par des constantes ou des fonctions. En fait, on simplifie tout et en fait, on peut regrouper par bloc fonctionnel, tout simplement. Alors, on a la mise en place aussi dans la composition API de la réactivité. Donc ça, c'est tout ce qui passe par ref. Donc la réactivité, évidemment, c'est pas la réactivité que Vue a à poutrer tous les autres langages, hein, c'est juste la réactivité en termes de fonctionnel. Donc c'est juste un wrapper autour de la donnée qui nous permet de faire un tracking, en fait, quand cette donnée-ci évolue. Ça va nous permettre d'update tous les composants qui travaillent dessus, quoi. Donc ça, c'est pour la réactivité et la composition API. Alors on entend souvent aussi que Vue.js ne propose pas de TypeScript, du coup c'est pas très intéressant.
Alors, c'était un peu vrai avec Vue 2, même si c'était faisable. Mais avec Vue 3, c'est totalement faisable. C'est dans le guide, c'est dans la doc, ainsi de suite. Donc, j'ai juste mis un screen. Je ne vais pas rentrer dedans plus en détail parce que c'est pas le sujet de la presse. On va pas parler de TypeScript ici, mais c'est faisable. Donc, dernier point aussi, c'est Vuex et Pinia. Donc, on a tout un écosystème forcément autour de Vue. On a tout ce qu'on peut retrouver dans tous les autres langages, donc les routeurs, ainsi de suite. Et du coup, là, on va parler du store. Le store qui était avant avec Vuex et qui maintenant migre vers Pinia. Donc, Vuex, c'était assez basique. On avait une création d'un store avec le state, les différentes informations de ce state. On avait des getters qui nous retournent ce state-là qui peut être modifié, sans modifier le state, attention. On a des mutations qui, elles, vont modifier le state directement, et des actions qui vont appeler les mutations pour modifier le state. Donc ça, c'était un petit peu lourd. Ils ont modifié ça avec Pinia. Donc ça, c'est un peu plus simplifié. Donc on a juste un define store, on garde le même principe que le create store. On lui donne un nom, et on retrouve uniquement 3 principes, donc le state, les getters et des actions qui vont, elles, directement modifier le state. Donc ça se présente de la même manière. Donc là, c'est la partie Pinia, mais écrit avec la composition API. Donc on a une constante sur le compteur, on a une constante sur le double count, on a une fonction pour les incréments, ainsi de suite, et on peut les retourner et les utiliser directement dans notre composant, quoi. Et donc on va voir un petit peu l'utilisation dans le composant, donc ce sera le dernier point. Donc si on l'utilise dans la composition API, donc avec le script setup, il y a une chose à faire et une chose à pas faire. Donc c'est si on veut garder la partie réactivité, donc le fait que la donnée puisse changer une fois qu'on la modifie, avoir la répercussion de ces changements, il faut faire attention à ne pas déconstruire, donc comme la partie de droite, directement le store avec les méthodes, parce que ça va casser la référence. Et vaut mieux utiliser du coup l'autre partie, le store to ref, pour déconstruire ça, mais en gardant les références et en gardant l'update du store. Donc voilà, Vue, c'est quelque chose de quand même assez complexe, avec tout un bagage quand même qui est assez intéressant et qu'on peut utiliser à bon escient. Merci à tous. Eh bien, merci à toi et bravo pour ta présentation. J'espère que tu auras convaincu notre public. Et maintenant, ça va être au tour de Lou Théo, qui nous vient de Sphère Strasbourg, qui est développeur full stack, mais aussi quelqu'un de curieux. Mais aujourd'hui, saura-t-il être réactif? Ah, t'es en mute encore. Hop. Normalement, c'est bon, vous devrez m'entendre. Parfait, c'est tout bon. Parfait. Hop. 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 Voilà. Hop là. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, ou plus probablement vous représenter ce géant qu'est React. Pour commencer, on va s'intéresser à ce qu'est React exactement. Donc, React, c'est une librairie, c'est pas un framework, c'est en JavaScript, et il est principalement utilisé pour faire du développement d'applications web donc entières, mais contrairement à certains de ses concurrents, on peut également l'utiliser pour faire de l'amélioration de sites web. Donc c'est ce qu'on appelle communément le web enhancement, et ça consiste en prendre un site web qui est déjà développé en une techno qui n'est pas forcément très sexy ou très réactive, et on va choisir certaines pages de notre application pour amener une interface utilisateur un peu plus sympa à cet endroit-là. Donc on peut avoir plusieurs instances de React dans notre site web. React, c'est quelque chose qui arrive avec son système de template qu'il a popularisé, le JSX, qui est un petit peu un mélange de JavaScript et de HTML. Et enfin, une des choses les plus importantes, React n'est pas orienté. C'est-à-dire que, contrairement à Anthony qui présentait tout à l'heure Angular, React vient avec le minimum et il ne va pas imposer ni d'architecture, ni une manière de faire le routing, ou de faire des fetch, des requêtes HTTP. Non, React n'impose rien du tout. Ce qui, à mon sens, est potentiellement le plus gros reproche qu'on peut lui faire, parce que lorsqu'on débute, on peut rapidement se retrouver avec un gros plat de spaghettis si on ne sait pas trop ce qu'on fait, et ce ne sera pas très digeste à manger. On va revenir un peu sur l'histoire de React, sur quelques dates clés. Donc en 2011, Jordan Walke crée React lors d'un hackathon interne Facebook. Il s'appelle alors FactJS. En 2013, React devient open source et est disponible
pour tout le monde. C'est notamment sous la pression d'Instagram qui a été racheté en 2012 par Facebook et qui a beaucoup poussé pour que React soit découplé du code de Facebook. Et ensuite, on a régulièrement eu des grosses innovations dans l'histoire de React, jusqu'à encore aujourd'hui. Donc en 2015, on a React Native qui a le tour de force de proposer le développement d'applications mobiles avec ce qu'on utilisait auparavant juste pour développer des sites web. À titre personnel, je ne connais pas de librairie ou de framework qui propose des équivalences sans passer par une librairie externe. On a ensuite, en 2017, React Fiber, qui est une grosse réécriture d'un algorithme interne qu'on verra un peu plus tard. Les hooks, c'est pareil, en 2019, c'est une petite révolution dans la manière d'écrire React qu'on verra juste après. Et enfin, en 2022, le support du server-side rendering qui était attendu depuis quelques années. React, de mon point de vue, c'est avant tout une librairie qui se veut simple. Donc déjà parce que, comme on l'a vu avant, comme la librairie n'est pas orientée, elle arrive avec le strict minimum dont on a besoin pour développer un site web. Donc on a une documentation qui est très concise, très rapide. En quelques heures, c'est lu et on sait comment développer en React. On fait quelque chose qui est très proche du JavaScript. Quand on fait du React, on n'a pas de notions un peu complexes avec des annotations, des modules ou des choses qui sont assez compliquées à assimiler. Non, quand on fait du React, on écrit des fonctions. Nos fonctions, elles retournent du JSX. Et le JSX, c'est ce qui va s'afficher plus tard sur l'interface utilisateur. Et enfin, c'est presque trop évident pour en parler aujourd'hui, mais React utilise un système de composants. C'est React qui a beaucoup popularisé ce système. Et avec l'apparition des hooks en 2017, ce système a beaucoup été simplifié. On a pu abandonner au fur et à mesure les classes qui étaient un petit peu complexes, pas forcément faciles à débugger, etc., pour passer aux composants fonctionnels et avoir un nouveau vent de simplicité. Donc tout ça fait que quand on a dans notre application React, on a très peu, voire quasiment pas du tout de boilerplate dans notre appli, et c'est toujours très agréable. Quand on s'intéresse à une technofront, je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu comment fonctionne la réactivité et les interactions utilisateurs avec notre API. React repose sur quelques concepts assez simples finalement, et après on a forcément un peu plus de complexité quand on s'en penche dans les algos plus internes, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans React, l'état de notre application est immutable. Donc, pour changer l'état de notre application en voulant réagir à un événement ou ce genre de choses, on va devoir appeler une méthode explicitement qui va mettre à jour l'état de notre application. Et c'est là que React va se dire « Ah, ok, il va falloir que je mette possiblement à jour l'interface de mon utilisateur. » Donc, ça va réexécuter nos composants, enfin ceux qui estiment nécessaires en tout cas. À partir de ça, on a un arbre virtuel qui va être créé. Et c'est là qu'intervient React Fiber, l'algorithme interne dont on parlait tout à l'heure. Il va faire la différence entre l'algorithme, l'arbre virtuel et l'arbre réel, et il va générer la liste d'instructions minimum pour faire la mise à jour de notre interface. Maintenant, on va parler un petit peu de la communauté React. Parce que quand on s'intéresse à n'importe quelle librairie, personnellement, j'estime que la communauté, c'est une des choses les plus importantes à regarder. Parce que moi, si je mets mon business qui repose sur une libre, j'ai pas envie que demain elle soit pas stable et que j'ai des problèmes parce que ça va s'effondrer ou parce que personne n'aura rencontré le même problème que moi. Donc j'ai pris quelques chiffres avec quelques technos que j'ai pris un peu au hasard pour mesurer les communautés. Bon, alors évidemment, c'est pas avec le nombre de téléchargements mensuels NPM et le nombre de contributeurs qu'on va pouvoir mesurer une communauté, notamment au niveau qualitatif, mais je trouve que ça donne déjà un bon ordre d'idée. Notamment, on peut compléter ça avec d'autres choses, comme par exemple les questionnaires Stack Overflow qui sont régulièrement publiés, où React est depuis longtemps parmi les technos les plus populaires, le nombre de questions qu'on a sur ces sites-là. Aussi, si React est couramment appris par les personnes qui sont en reconversion professionnelle, je pense que ce n'est pas un hasard. On l'a vu tout à l'heure par rapport à la courbe d'apprentissage qui est très simple et par rapport à la très grande employabilité que va nous permettre React. Mais si on a également une
grosse communauté comme ça, c'est parce que depuis toutes ces années, React a influencé non seulement sa communauté, mais tout l'écosystème front. Avec, on l'a vu, le système de composants, le JSX qui est maintenant utilisé dans un certain nombre de librairies, mais on a carrément des frameworks et librairies qui se sont montés sur, nous en fait, en gros, on est comme React, mais on va être plus rapide, plus léger, on est dans un autre langage ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment la philosophie React qui suivent. Et jusqu'à avoir des méta-frameworks qui prennent directement React et qui le complètent un petit peu en amenant des fonctionnalités de plus haut niveau ou en amenant peut-être un peu un cadre qui manque à certains développeurs, et notamment Next.js, je pense que c'est un framework assez intéressant là-dessus. Voilà, c'est tout pour ma présentation de React. J'espère que ça vous a intéressé. Je vois que tu as des spectateurs derrière toi. Merci Louthéo. On va passer au prochain speaker qui est Naufel, qui nous vient de Paris, qui est web développeur et qui se dit comme un mec solide. Donc on va le voir tout de suite. Je présente. Ah oui. Partage. Je suis pas solide en Raymond. Voilà. Il y a du contenu. On peut mettre un fichier dans le... On peut mettre un PDF, c'est ça? Normalement, tu dois pouvoir partager. Anthony, il a eu la même chose tout à l'heure, mais tu dois pouvoir partager ton écran. Il faut que tu cliques sur partager et pas présenter le contenu. Ok, partage. Ah oui, ok, annuler et partager. Ah oui. Merci. Bon. C'est tout bon. On voit ton écran. Eh bien, bon courage. Merci. Eh bien, moi, je vous présente Solid.js. Moi, c'est Naufel Benguerbia. J'ai fait 5 ans de React.js en entreprise, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre que Solid.js, c'est beaucoup mieux. Je commence par une timeline. Pour situer un peu Solid.js, la première version open source est sortie en 2018 et depuis 2021, depuis la sortie de la version 1.0 de Solid.js, il est relativement stable. Pour ce qui a influencé Solid.js, on compte notamment Knockout qui est sorti en 2010 et React. On peut dire que Solid.js, c'est un peu la carcasse de... Si c'est une voiture, c'est un peu la carcasse de React, mais sous le capot, c'est du Knockout. Du coup, à quoi ça ressemble? Du code Solid.js, ça ressemble à ça. On crée des components, on peut créer un state avec des signals, et on retourne, on écrit nos templates avec du code JSX. Pour les avantages de Solid.js, j'ai commencé par 2 points qui sont partagés avec React. Ici, je vous montre un extrait d'un article écrit par Dan Abramov, qui est un des développeurs de React. Et là, il nous explique les true strengths of React. Du coup, il nous dit que React, c'est un framework très connu pour son Virtual DOM, mais ce qui compte vraiment dans React, son innovation principale, c'est leur pattern simple et explicite. Du coup, on a, par exemple, ça, c'est one-way binding. On a les mutations explicites. Du coup, Solid.js, ils se sont inspirés de React, qui n'est pas utilisé pour rien. Et du coup, Solid.js partage les mêmes avantages, ces mêmes avantages. Maintenant, passons à ce qui distingue Solid. Solid est basé sur les signals. En fait, c'est ça le moteur de Solid.js qui est inspiré de Knockout.js. Du coup, les signals, c'est une API très expressive et qui permet de faire les choses simplement. Pour vous montrer ça, je vous montre 3 exemples. Et ici,
on a un code React, un code de compteur. Et notre exercice, du coup, c'est un bouton qu'on peut incrémenter. Et notre exercice, c'est juste de rendre ce state global. Du coup, la communauté React nous dit que React, ça ne suffit pas pour faire ça. Mais heureusement, on a Redux. Du coup, on importe tout ce code. Et puis, il faut lire de la doc. Il faut que tous les membres de l'équipe apprennent à utiliser Redux, apprennent à penser dans le framework Redux. Et heureusement pour nous, la doc officielle de Redux nous montre la solution pour notre problème. Du coup, il faut utiliser des sélecteurs, des dispatchs. Aussi, il faut faire des slices et des reducers. Peut-être que vous avez oublié l'énoncé de l'exercice. Nous, on a voulu juste sortir ce state de notre composant. Voici le même code en Solid.js et voici la solution. Du coup, pour sortir le state du composant, on le sort du composant. Rien à apprendre pour personne dans l'équipe. L'exemple 2. Là, on a un autre compteur qui, cette fois, s'auto-incrémente. Et là, on sait faire du JavaScript, on a écrit le code, on est content, mais ça ne marche pas. Du coup, Dan Abrahamov, il nous a écrit un article pour nous expliquer pourquoi ça ne marche pas et comment penser dans React pour résoudre le problème. Du coup, ici, je vous montre seulement le tiers de l'article. Du coup, il nous explique dans cet article que la solution, c'est finalement ça. Du coup, il faut mettre des callbacks dans des refs et bien sûr, les bons callbacks dans les bons refs. Voilà. Comment on fait la même chose dans React? Eh bien, le code simple, ça marche. Mon troisième exemple, c'est un extrait de code que j'ai pris d'une présentation. C'est une présentation passée dans React Conf. Du coup, pourquoi ça mérite d'être présenté ce code-là? C'est que c'est du code React propre, mais il présente un inconvénient, c'est qu'il fait beaucoup de travail non nécessaire. Par exemple, ici, on manipule. En fait, ce code, c'est juste une application de to-do list. Et si on essaie de changer la couleur, ça réexécute notre code plein de fois. Du coup, dans cette présentation, on nous explique que dans React, pour écrire un code, on change le code pour qu'il devienne performant, il faut bien utiliser les mémos, callback, et bien ne pas se tromper avec les tableaux de dépendance. React, les développeurs de React, ils nous ont annoncé dans la même présentation en 2021 qu'ils vont sortir un compilateur qui va transformer le code React simple en un code optimisé. Mais on attend toujours la sortie de ce compilateur. Comment on fait la même chose dans Solid.js? Eh bien, le code simple, ça ne présente aucun problème de performance. À gauche, on a le code simple, le même code en Solid.js. À droite, je vous montre une thread sur Twitter où les développeurs, les créateurs de Vue.js et de Solid.js, et ils expliquent dans leur framework, le code simple, ça marche. Et il n'y a pas besoin d'optimiser. Du coup, on a vu que Solid.js, avec les signals, ça nous permet d'écrire du code simple, mais aussi notre code est rapide. Ici, je vous montre un benchmark des frameworks Solid.js. Ici, il y a Solid.js à gauche et à droite, je vous laisse tâtonner où se trouvent React, Angular et Vue.js. Solid.js, c'est aussi très petit. Voici la taille des frameworks selon bundlephobia.com et ça supporte du server-side rendering et l'optimise bien. Ici, je vous montre une application, Movies App,
qui est implémenté par plusieurs frameworks. Du coup, la communauté de chaque framework, elle vient implémenter grosso modo, la même appli dans sa framework pour montrer, montrer ce qu'on peut faire. Du coup, moi, j'ai fait un petit benchmark. Je suis allé dans ce site-là. J'ai ouvert les outils de développement. J'ai montré la quantité de JavaScript téléchargée et j'ai testé plein d'applis. Du coup, je rentre dans l'appli solide, je navigue et compte la taille de JavaScript téléchargé. Et ça a donné ça. Du coup, pour la même appli, Solid.js, il a gagné dans ce benchmark aussi. Si vous voulez comprendre comment Solid.js arrive à avoir à faire la même chose avec si peu de code, je vous invite à regarder les slides de ma présentation que j'ai fait en janvier. En 2 mots, c'est surtout à cause de la hydratation partielle. Voilà, du coup, assez pour les avantages de Solid.js. Solid.js, c'est super et il commence à inspirer les autres frameworks à faire pareil. Du coup, Angular, en mai dernier, ils ont annoncé qu'ils ont rajouté les signals dans leur framework. Vue.js, ils ont annoncé qu'ils sortent un nouveau mode de compilation Vue qui est inspiré par Solid.js et du coup sera plus rapide. Et Quick.js, en octobre dernier, ils ont rajouté les signals dans leur framework. Point négatif de Solid.js, je ne suis pas là pour en parler. Et pour conclure, votez pour un framework simple, du coup, qui offre une expérience développeur bonne et performant, et du coup, il offre une bonne expérience utilisateur. Votez pour Solid.js. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Eh bien, écoute, on va voir à la fin si les gens vont voter pour Solid.js. Ce sera le suspense. Et on va passer au dernier speaker. Est-ce que ce sera le meilleur pour la fin? On va voir. En tout cas, il est développeur front. Il s'appelle Nicolas. Il est à Luxembourg. Et il dit qu'il est toujours à la recherche d'un nouveau fast-food quick. Ouais. Attends, je vais partager mon écran. Je sais pas, tout le monde qui voit là? On va dire que oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc aujourd'hui, merci à tous de m'accueillir pour cette Battle of Front. Aujourd'hui, je vais vous parler de Quick. Donc Quick for the win. Hein. Je pense que je vais gagner. Donc déjà, tout simplement, la première chose que je veux vous dire, c'est le gros problème qu'on a avec tous les frameworks web qu'on a actuellement et librairies web également, c'est peu importe que ce soit React, Angular, Vue, Solid, Svelte, tout ce genre d'écosystème. Le plus gros problème, c'est JavaScript. C'est un gros problème, JavaScript. Et généralement, on va dire que le problème vient aux développeurs. C'est aux développeurs de faire attention, mais c'est pas de sa faute aux développeurs que JavaScript soit un problème. Et il y a toujours une solution. Hein, peu importe le problème qu'on a, il y aura toujours une solution. La grosse question qu'on a sur tous les frameworks actuels qu'on a, c'est une question de performance. Donc, ici en print screen, vous avez une application que j'ai créée juste spécialement pour cette battle. C'est une liste de produits, etc., fait avec Quick. Et donc, sans trop me casser la tête, j'ai réussi à respecter 100% des règles de performance puisque le score il est à 100. L'idée qu'on a derrière, c'est que des bonnes performances donnent un bon UX. Et une bonne expérience utilisateur, en gros, vous permet d'augmenter une visibilité sur votre site et d'avoir une meilleure réputation. Actuellement, généralement, tout ce qu'on a, la plupart des applications qu'on peut créer avec les frameworks de client-side rendering comme React, Angular, Vue, Svelte, Solid, toutes ces apps-là ont un score de performance qui n'est pas très bon, à condition, sauf si on injecte beaucoup d'argent dedans et que donc du coup, on met du budget pour améliorer ces performances-là. Donc, si on regarde à peu près,
il y a à peu près 40% des applications, même 60% des applications, pardon, qui ne sont pas très performantes actuellement et qui ont un mauvais score. Qui dit mauvais score, qui dit mauvaise expérience utilisateur, qui dit mauvaise expérience utilisateur, qui dit personne qui déserte une application. Et si on dit qu'on déserte une application, ça veut dire que vous perdez de l'argent. Donc bon score, beaucoup d'argent. Pas bon score, ben, vous faites faillite. Donc ce qu'on a actuellement, à peu près, généralement si on analyse, on est à peu près à un taux d'interactivité qui est à 41%. Ce qui représente à peu près 14,7 secondes, ce qui n'est pas très bon. Et ça, c'est forcément dû aux gros budgets JavaScript qui sont alloués. L'objectif qu'on a, c'est d'aller vers un taux vraiment très élevé avec un taux d'interaction qui est rapide, comme 2 secondes. Donc, on attendrait à peu près 93%, ce qui représente à peu près un JavaScript qui est optimisé. Alors, quand je dis optimisé, on ne parle pas juste d'optimiser le langage, hein. On parle vraiment de tout optimiser. Donc, tous les frameworks que vous avez vus jusqu'actuellement sont sur une complexité de O de n. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que plus vous avez de JavaScript, plus votre application va grossir, d'accord, et plus votre application va être lente. Comment ça se calcule? C'est relativement simple, c'est linéaire. Donc, vous avez Y qui est le bundle size final, M c'est le margin size, X c'est votre app, et B c'est la constante du framework. Donc, grosso modo, plus votre JavaScript augmente, c'est assez facile à comprendre, Y va augmenter. Plus Y augmente, plus le framework, plus l'application va être lente, etc. L'idée, si on veut optimiser ça, c'est quoi? C'est de passer sur un O de 1. C'est-à-dire que le JavaScript, peu importe notre application, qu'elle grossisse ou qu'elle ne grossisse pas, le JavaScript en lui-même fait que il ne bouge pas. Donc, ce qu'on avait avant, c'est que généralement, on avait l'interactivité et le rendering qui étaient différents. Donc, ça veut dire qu'on avait un serveur qui vous livrait de l'HTML et après, derrière, vous avez une lib comme jQuery qui vous faisait l'interactivité. Ça, c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'on est de la logique complètement dupliquée et on a un temps de développement qui est vraiment alourdi, qui est beaucoup plus long, simplement parce que il faut faire 2 fois la même chose. Aujourd'hui, on est sur un rapport un peu plus sympathique avec Angular, avec React, Vue, Solid, hein, peu importe, même s'il respecte le server-side rendering, il faut quand même spécifier qu'on est vraiment sur du bas niveau au niveau des API. Donc, faire son propre server-side rendering qui va correspondre proprement à son application, c'est quand même bien tendu. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça améliore l'expérience développeur grâce à l'injection, comme l'a dit Anto. Il y a aussi Vue aussi fait un peu d'injection maintenant. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place autour de ça. Le gros problème, c'est que l'application, elle va tourner 2 fois. Elle va tourner une fois côté serveur. Donc, le serveur, quand on est sur du server-side rendering, hein, peu importe le framework. Donc, on va vous l'envoyer une fois au client. Le client reçoit, vous affiche une page en fait, qui est une sorte de screenshot de votre application. Donc, elle n'est pas interactive. Et après, la magie d'Angular, de React, de Vue, peu importe, va s'appliquer et on va refaire l'application, mais côté client avec le JavaScript. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hydratation. Il y a différentes sortes d'hydratation qui sont plus ou moins optimisées, mais on n'est pas vraiment au top du top. Et maintenant, on a le futur où l'application, elle va tourner qu'une seule fois. Donc, ce qu'on appelle la reusabilité, et on est dans ce cas à une complexité de O de 1. Donc, actuellement, des frameworks qui font ça, il n'y en a pas des millions. Il y a simplement Marco qui vient de eBay. Hein. On a Quick, qui, on va juste le voir juste après par qui a été fait. Et on a Google Wiz, qui est tout simplement un framework, une lib créée par Google. Donc, Quick, c'est quoi? Quick, comment ça marche? 2 concepts très simples, la résumabilité et le fait que ça soit progressif. Donc, qu'est-ce que c'est la résumabilité? C'est très simple. On va prendre une machine virtuelle. D'accord? Donc, une machine virtuelle, c'est simple. Vous prenez votre machine, vous créez votre machine virtuelle et après, vous pouvez jouer avec. Maintenant, imaginez dans cette machine virtuelle, simplement, vous ouvrez un document Excel, vous le sauvegardez et puis vous sauvegardez votre machine virtuelle. Cette machine virtuelle-là va être stockée donc, dans votre machine propre, votre machine physique. Et puis, demain, votre ami vous dit « Ah, j'aimerais bien reprendre mon travail ». Il suffit simplement d'envoyer ce fichier à votre ami. Lui, il va lancer ce fichier et ça marche. Et avec Quick, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez lancer votre application dans un onglet, vous copiez le DOM, vous allez dans un autre onglet, vous collez le DOM, ça marche. L'application va marcher. Pourquoi? Parce que Quick, en fait, va sérialiser toutes les informations importantes de votre application. Il va vous sérialiser dans votre HTML envoyé côté client, le framework state, l'app state,
ou les event handlers et tout ce qui s'ensuit. Donc, en gros, ici, vous n'avez plus de complexité. Ce qui revient à dire qu'en gros, votre page, c'est de l'HTML. Et quand vous cliquez sur le bouton, seulement là, à ce moment-là, Quick va télécharger votre JavaScript et va le parser et l'exécuter. Donc, c'est toujours moins long que de charger toute l'application, la parser et l'exécuter. Et d'ailleurs, si on regarde que ce soit React, Vue, Angular, on a un bel écran blanc au démarrage. Donc, j'entendais juste après, de la part de Lou, oui, j'ai vu une belle image d'ailleurs, comme quoi l'écosystème de Quick était pas top, hein, et on va pas se le cacher, c'est vrai, hein, c'est tout à fait récent. Mais le problème avec Quick, c'est que, enfin, c'est même très bien. Quick est basé sur React. Donc, en gros, si vous avez une erreur dans Quick, ça vient pas de Quick, ça vient de React. Donc, en gros, retrouvez votre erreur, elle est simple. Vous allez sur Stack Overflow, vous tapez votre erreur, au lieu de mettre Quick, vous mettez React et vous retrouvez. Donc, en gros, la communauté derrière est quand même assez consistante. Simplement parce que comme Quick s'appuie sur React, et bien figurez-vous que tout l'écosystème de React, on peut le prendre. Que ce soit le routing, que ce soit les librairies de validation de formulaires, des choses comme ça, même les librairies de UI, vous pouvez les prendre, vous pouvez les mettre dans Quick et ça fonctionne. Donc en vrai, l'écosystème Quick, il est égal à l'écosystème de React. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Comment ça s'écrit? Je pense que c'est relativement simple. C'est un peu comme du React, hein. Derrière, c'est du JSX ou du TSX, vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, au lieu d'écrire component simplement, vous allez mettre component $ et ça va marcher. Ce qui est vraiment cool aussi également avec Quick, que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on parle de signals. C'est bien chouette, mais ça vient seulement d'arriver. Quick, c'est intégré nativement. On parle de store. On a parlé de store avec Vue, Pinia, NGRX, NGXS, avec Redux. On en a parlé. Il n'y a pas de problème avec Quick, c'est intégré aussi nativement. Donc, il n'y a pas réellement ce problème de choisir quelle librairie, puisque tout est intégré rapidement. Juste un petit mot sur le dollar. Le dollar, en fait, ça signifie quoi? C'est simplement pour pouvoir optimiser le bundle, pour pouvoir faire tout ça, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait côté serveur et côté web. Et donc, en fait, le dollar permet de signifier à Quick de faire ce travail-là. C'est-à-dire, on est en train de dire à Quick, s'il te plaît, va chercher le morceau de code qui correspond à cette action. C'est pour ça que vous voyez les on-click avec dollar ou les components avec dollar. Parce que le composant que vous allez avoir va être divisé en plusieurs petits morceaux. Et donc, forcément, les petits morceaux sont nettement moins grands que tout le composant en lui-même. Mais le dollar permettra de dire à Quick de savoir exactement quel morceau il doit être exécuté. Voilà. Donc, tout ce qu'on disait sur Quick, pour l'écosystème, c'est faux, on en a un. Les dernières nouveautés du web sont intégrées. On est sur un framework O2.1, donc la complexité est vraiment très basse. La learning curve, elle est simple, parce que juste avant, Lou disait c'est facile d'apprendre React, c'est tout autant facile d'apprendre Quick, hein, puisque c'est la même chose, vous mettez des dollars un peu partout, ça devrait fonctionner. En tout cas, au démarrage. Hein. Après, pour les choses plus complexes, il faut un peu lire la doc, mais au démarrage, ça devrait fonctionner. Donc, en gros, ce framework, pour l'instant, il n'a pas vraiment de défaut, mis à part le fait qu'il y a peu de monde qui utilise, qu'on n'est qu'actuellement qu'en version 1 et que c'est encore en cours de développement. Mais ça promet de grosses choses, de grosses performances. Et juste un petit tacle pour Angular. Oui, en version 16, on a l'hydration qui est devenue partielle ou destructive, mais on reste quand même très loin d'un niveau de complexité O2.1, sachant que le créateur de Quick, qui est le créateur d'AngularJS et également co-créateur de Karma, a dit « Pour le moment, Angular n'est pas prêt pour arriver à de la résumabilité et d'avoir du O2.1 ». Je vous remercie et c'est tout pour moi. Merci Nicolas. Bravo pour ta présentation et bravo à tous les speakers qui, du coup, peuvent venir sur scène parce qu'on va passer au vote. Est-ce que, Nico, tu peux arrêter le partage de ton écran? Je peux. Tu peux? Cool. De toute façon, tu n'avais pas le choix. Ouais, je me doute, ouais. Et donc, on va passer au vote. Vous pouvez aller dans la partie Q&A où Léa va proposer bientôt les différents langages et vous allez pouvoir voter. Je ne sais pas si Léa arrive à partager.
Alors, Yes, on a super. déjà Angular. Je vais repartager ça en même temps. Comme ça, vous reverrez un peu. Donc, on avait Justin avec Vue.js, on avait Anthony avec Angular, on avait Nicolas avec Quick, on avait Luthéo avec React et on avait Noifel avec Solid.js. Vous avez 2 minutes pour voter. Le choix va être rapide. Bon, est-ce que parmi les speakers, il y en a qui ont changé d'avis ou ils sont toujours à fond pour leur framework? Moi, je bouge pas. Hein. Ah, ça se joue, c'est un peu serré. Hein. React est pour l'instant en premier, Angular. Ça reste assez serré. Hein. Je crois que les gens cherchent la sécurité de l'emploi en choisissant React et Angular aussi. Alors, je ne sais pas où on en est niveau timing. Et je crois que les gens ils changent d'avis par moment aussi. Parce que je vois les Ouais, votes ouais, ça arrive. descendent. Non, mais ils changent d'avis pour Vue, donc c'est très bien. Continuez. Et donc, je vais lancer le timing. Dans 5 secondes, on arrête. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est donc React qui remporte à 1 d'Angular. Donc, ça a été très serré. Donc, bravo Luthéo, juste devant Anthony. Bravo à tous pour cette battle. On en aura peut-être dans l'année avec d'autres sur d'autres sujets. Mais en tout cas, c'était super. J'espère que vous, les speakers, vous avez apprécié aussi l'expérience. Ah oui, ah oui. Yep. Yes. Okay. Et que les participants et participantes ont aimé aussi. Si d'ailleurs vous avez des idées de battle, n'hésitez pas à nous les partager. Et maintenant, on va passer au Kahoot. Donc, pour vous connecter, il vous suffit de vous connecter sur kahoot.it et d'entrer le code PIN. Est-ce que Léa, on peut couper le son de Kahoot? À chaque fois, c'est plus stressant. Alors, si vous participez pour avoir les peluches, le mieux, c'est de mettre votre vrai prénom parce que sinon, on ne saura pas qui a gagné et donc on ne pourra pas vous donner de peluche. Je vois le A. Prénom et nom même, idéalement. Après, Marc, ok, on voit qui c'est, mais je ne pense pas que ça soit le vrai. Donc, les speakers, hein, le mieux, c'est de ne pas participer quand même. Je vois que ça balance dans le chat. On sait qui est le AAA. Alors, on est 26. On va encore laisser 1 minute et puis après, on va pouvoir démarrer. On notera aussi qu'il y a un jQuery. Je ne suis pas sûr que ça soit un vrai prénom aussi. Bah après, je pense que certains, si c'est des personnes de sphère, ils peuvent. Ils ont déjà la peluche de toute façon, donc ils ne la gagneront pas 2 fois. On va y aller du coup. Est-ce que vous êtes prêts? De toute façon, vous n'avez plus le choix. Dans 3 secondes, pour la première question. Là, c'est le démarrage. Qui est le créateur de Vue.js? Alors, je peux essayer. Nisco Evry, Adam Abrams, Evan New ou Chuck Norris?
Moi, je pense que c'est Chuck Norris. Ah mince, c'était pas ça. Eh bien, c'était Evan Yu. Donc, on va voir déjà le classement. Et donc, on a Altan qui est premier, suivi de Guirec. Quelle est la compagnie derrière React? Et donc, c'est Meta. On voit que quand même beaucoup de personnes ont suivi là. Et donc, c'est Guirec qui passe en premier du classement, suivi de Steph Strasbourg. Prochaine question, Angular. Comment s'appelle la nouvelle API de réactivité? C'est Signals. Et donc, on va voir le classement. Ça ne bouge pas pour les 2 premières places et Antoine en 3e place. Sur Quick, sur quel concept se repose le framework? Nicolas, j'espère que tu sais répondre à cette question. Non, J'imagine. je savais, je ne sais plus. C'est Resumability, si je ne me trompe pas. On a toujours les 2 premiers qui restent, donc Guirec et Steph de Strasbourg, et on a Somni en 3e place. Prochaine question, dans Solid.js, en client-side, la syntaxe JSX est compilée à des éléments DOM natifs, des éléments DOM virtuels, des éléments DOM liquides ou des chaînes de caractères. Et donc, c'est des éléments DOM natifs. Où le classement a changé. Donc, on a Steph de Strasbourg qui est devant et Clotaire en 3. Rien n'est fini, il reste encore des questions. Quelle est la manière actuellement préconisée pour créer un composant React? Et donc, la réponse, la première, fonctionne. Est-ce que ça bouge un petit peu? Steph Strasbourg, notre fameux A, et Lolo en 3e position. Il reste encore des questions. Comment s'appelle la nouvelle API proposée dans la version 3 de Vue? Et c'est la composition. Est-ce que ça a bougé? Non, ça ne bouge pas. Il va rester encore 3 questions. Quick, qu'est-ce que la résumabilité? Eh bien, c'est un concept de sérialisation. Ils ne t'ont pas écouté, Nico. Hein. Et donc, ça bouge encore. Le top 3 ne change pas. On a un nouveau premier. Avec quel langage écrit-on le code en Angular? TypeScript, Dart, Java ou JavaScript?
Eh bien, c'est TypeScript. Est-ce que ça bouge au niveau du classement? Eh bien, non. Il reste donc la dernière question. À quelle température SolidJS devient-il LiquidJS? 0 degrés, 42 degrés, 1414 degrés ou aucune? Elle est très difficile, celle-là. Attention, le podium. À la 3e place, on retrouve Somni. Donc, n'hésite pas à mettre ton nom dans le chat. Lolo en 2e place. Et en 1re place, on a Hugo. Bravo à toutes et tous pour ce caout. N'hésitez pas à mettre votre nom dans les commentaires pour qu'on puisse ensuite vous envoyer votre peluche. Merci encore à tous les speakers pour cette présentation. On espère qu'on pourra reprendre les battles à la rentrée en septembre. Et en attendant, on vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci. Merci.